comme dirait l'autre, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils font des cartons d'audience. Certaines vidéos peuvent être visionnées des millions de fois, parfois autant que celles de TF1 ou de France 2, voire même plus en cumulé. Les nouvelles étoiles de ce bord captivent des auditoires toujours plus vastes sur YouTube. Mais qui sont-ils et surtout, mais que se passe-t-il? Ce sont les youtubeurs d'extrême droite. Bon, petit bémol, il faudrait déjà savoir ce qu'est l'extrême droite, non? Bah ça tombe bien, c'est ce que nous verrons dans la première partie de cette étude de cas. Qu'on les apprécie ou non, nous ne pouvons nier leur influence grandissante. Même les politiques s'en emparent. Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. Qui dit influence, dit confiance. Qui dit confiance, dit engagement. Ces youtubeurs marquent leur empreinte pour laisser leur trace dans les esprits. Marque, empreinte, esprit? Ah bah ça tombe bien pour ma chaîne qui parle d'image de marque. Bon, je sais, cette vidéo risque de susciter la polémique tant le sujet est lié à la controverse. Mais aller à contre-courant, c'est bien ce qui m'intéresse ici, et puis après tout, c'est le concept de la chaîne. Pourquoi les youtubeurs d'extrême droite ont-ils autant la cote? En voilà une question qu'elle est bonne, eh bien, c'est parti mon kiki. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Avant de parler de quelque chose, il est indispensable de définir de quoi on parle. C'est quoi l'extrême droite? Incompréhension, exclusion, fermeture d'esprit, racisme, peur, fermeté d'esprit, racisme. C'est une politique qui est souvent fermée. C'est l'anticapitalisme, c'est tout ce qui n'est pas dans le partage. L'extrême droite, c'est l'ensemble des personnes qui sont en France et entre guillemets une situation stable, qui ne veulent pas partager cette situation-là avec les autres, tu vois. Eux, il faut qu'ils rentrent chez eux et la France se portera mieux. Ça me pose souci. On oublie qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent ici, pas par choix. Tout ce qui est France. Ouais. Pour moi, l'extrême droite, c'est une forme de fermeture des frontières. Et c'est la France pour les Français. Les Français. Je pense que ça serait très mauvais pour ceux qui ne sont pas blancs. C'est souvent basé sur des principes très traditionnels, très fermés d'esprit. La plupart des politiques qui sont dans l'extrême droite ont des fois des idées racistes. Bon, on peut voir ici que dans l'esprit de la population, la définition de l'extrême droite est assez floue. En préparant le script de cette vidéo, j'ai également fait le test avec mes amis. Ils avaient tous leur propre définition, avec pourtant quelques éléments qui se répétaient. Suite à ça, j'ai cherché sur internet une définition exacte, et comment dire, c'est impossible à trouver, tant la définition a muté avec l'histoire de ce mouvement, et tout ce terme est sujet d'ailleurs à polémique. Toutefois, certains mots semblent revenir très régulièrement. Préférence nationale, rejet de l'immigration, nostalgie d'un passé forcément glorieux. Le principe d'extrême droite est d'être rattaché à une nation, à des frontières, à la culture d'un pays, avec le désir d'un État autoritaire, voire punitif d'un peuple autochtone qui se reproduirait au maximum à l'identique sans apport exogène, c'est-à-dire qui vient d'extérieur. Tout ça nous donne de grandes lignes concernant ce mouvement, même s'il n'existe pas une réelle définition de l'extrême droite. Alors si vous pensez la connaître, je serais curieux de la lire dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Allez-y, lâchez-vous, c'est juste en dessous. Ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est qu'il est devenu un argument un peu facile qui permet de discréditer toute personne qui souhaite engager un débat sur l'immigration, le patriotisme ou la sécurité. Alors c'est presque devenu une insulte que personne ne souhaite recevoir et qui permet de dénigrer le discours de quelqu'un en manque d'arguments. Comme le disait Staline, si vous parlez avec un homme de droite, traitez-le de fasciste, pendant qu'il se justifiera, il n'argumentera pas. En parlant de communisme, il apparaît comme diamétrale opposition au mouvement de l'extrême droite, souvent qualifié de fasciste, voire de nazisme. Or, dans une histoire pas si lointaine, les communistes et les nazis n'hésiteront pas à signer une alliance, le fameux pacte de non-agression germano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Les frontières entre ces deux mouvements sont donc bien plus floues qu'il n'y paraît. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemand était dirigé par Hitler. Selon Marx, le socialisme est un préalable au communisme. Mussolini, chef de l'Italie fasciste durant la Seconde Guerre mondiale, a dirigé le journal socialiste Avanti. Il était également membre du Parti socialiste. En 1923, Hitler tente un putsch pour prendre le pouvoir. Il échouera. Même s'il effectuera de gros moyens de pression, il sera nommé chancelier en 1933, de manière légale. Chancelier, c'est un peu, en gros, l'équivalent du Premier ministre français. De son côté, Mussolini accède au pouvoir par une démonstration de force avec la marche sur Rome en 1922. Ces deux représentants historiques de ce que beaucoup nomment l'extrême droite arrivent donc de force et de manière légale au pouvoir. Bon, ça c'était pour la partie histoire. Voyons maintenant comment ce mouvement a pris possession de YouTube pour contrôler cette plateforme. Pourquoi la plateforme YouTube a-t-elle été envahie par ce mouvement? En voilà une question qu'elle est bonne et je vous remercie de me l'avoir posée. Historiquement, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, fut l'un des tout premiers hommes politiques à investir et à s'investir sur YouTube
à une époque où ce média était bien moins contrôlé qu'aujourd'hui. Ne pouvant s'exprimer librement, mot à prendre avec des pincettes, et n'étant pas assez invité à son goût pour évoquer son point de vue, YouTube s'avère être un excellent canal pour propager son message. Internet devenant un des modes de communication principaux, tout mouvement politique se doit de s'y retrouver. Mais pour la droite radicale, on va l'appeler ainsi, c'est un combat bien plus important. S'estimant peu représentés par les médias traditionnels, ils envahissent YouTube. Sur les 100 meilleures audiences télévisées réalisées en 2021, nous retrouvons en très grande majorité TF1 puis France Télévisions. Dans le passé, TF1 était clairement identifié comme une chaîne de droite. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Selon les idées véhiculées par ces deux groupes, nous ne pouvons que constater un glissement clair vers des idées qui tendent plus à gauche, voire carrément à gauche, concernant le service public. Service payé par les impôts des Français, il est important de le préciser. Les chaînes de télévision les plus regardées penchent donc à gauche. Qu'en est-il de la radio? Globalement, c'est le même constat. Et que se passe-t-il lorsqu'il existe un groupe mal desservi par les solutions existantes? Eh bien, de nouveaux acteurs entrent en jeu pour proposer de nouveaux produits. Alors prenons quelques exemples de youtubeurs appartenant à cette mouvance pour démontrer que l'audience est énorme. Papacito, l'homme qui teste la résistance des militants d'extrême gauche, c'est 197 000 abonnés. Baptiste Marchais, le surhomme champion d'Europe et de développé couché et amateur du cigare, c'est 278 000 abonnés. Le Stéphane Edouard, le sociologue qui décrypte les relations hommes-femmes, c'est 350 000 abonnés. Valek, l'analyste de la société via le troll, c'est 397 000 abonnés. Le Raptor, un mix de tous les autres, c'est 735 000 abonnés. Ça commence à faire beaucoup de monde tout ça. Certains d'entre eux n'hésitent pas à faire des associations. Ainsi, nous pouvons retrouver des vidéos où plusieurs de ces youtubeurs se retrouvent. Les marques qui s'associent développent leur surface de communication. Elles touchent plus de personnes. Personnes qui n'avaient peut-être pas encore connaissance de leur existence. Bien évidemment, dans ce cas de figure, tout fonctionne parce que les valeurs sont raccords. Valeurs que nous évoquerons dans le prochain chapitre. Si vous faites un partenariat avec une marque qui n'est pas raccord avec la vôtre, il aura pour conséquence un trouble dans l'esprit du client qui ne comprendra pas et qui pourra se détourner de votre marque à cause de ce manque de cohérence. Par exemple, le groupe de musique punk britannique Sex Pistols s'associa avec la banque Virgin pour créer des cartes bancaires à leur effigie. Le punk est un mouvement culturel contestataire et anarchiste. Nous ne pouvons pas dire que anarchie et contestataire soient des mots compatible avec l'essence d'une banque. Il y a donc un très gros problème pour ce partenariat qui est certainement uniquement créé afin de gagner de l'argent pour le groupe Sex Pistols. L'image de marque du groupe s'en trouve donc sérieusement écornée. Mais revenons-en à nos youtubeurs droitards. Au vu des scores d'audience, la demande est bel et bien là. Éric Ténier, ancien directeur de la chaîne de droite Livre Noir, dira « Sur YouTube, il y a une part de marché qui n'est pas occupée, celle d'une chaîne de droite avec des formats longs. » Cette chaîne compte à ce jour 314 000 abonnés. Le mouvement est bien présent, il est conséquent, la demande est forte. CNews surfera sur cette vague et accumulera les records d'audience avec l'émission de Christine Kelly Face à l'info. Cette chaîne est considérée comme l'étoile noire du néofascisme médiatique. YouTube, la télévision. Ce mouvement ne s'arrête pas là puisqu'il a décidé de s'attaquer à un autre marché, la presse papier. Marché qui serait tombé en désuétude, ou pas vraiment. Laura Magnier, éditrice, a créé avec entre autres le renommé youtubeur Papacito, La Furia, un quotidien satirique clairement de droite. La droite était absente en fait du kiosque tout simplement. Enfin, et en plus il y avait intérêt à prendre parce qu'il manquait en fait d'articles d'opinion de droite, alors que quand je regarde ce qui se fait à l'étranger au processus de guerre culturelle, eh bien on peut se rendre compte qu'il y a tout un tas, il y a beaucoup de journaux de gauche bien entendu, mais il y a aussi une contre-proposition de droite qui est très solide. C'est une guerre culturelle, une guerre des idées qui passe par la guerre commerciale. La guerre des idées ne peut être gagnée qu'avec la bataille des esprits. Bataille indispensable pour vaincre la bataille des chiffres. Ces batailles, je vous le rappelle, sont deux symboliques qui représentent l'image de marque, l'esprit et le marketing, les chiffres. Le projet de La Furia est lancé grâce à une campagne d'abonnement qui rencontrera un vif succès avec 15 000 exemplaires préachetés pour le lancement, soit 223 500 € en précommande du premier exemplaire, qui était à 14,90 € et 60 000 exemplaires vendus en total, soit 894 000 € de chiffre d'affaires. Si le magazine a été lancé, ça a été grâce à une campagne d'abonnement. Donc c'est-à-dire qu'on a expliqué le projet, on a dit voilà, on vous propose de se lancer dans un magazine. Et en fait, le but c'était, on a 15 000 abonnements, on avait fixé ce chiffre-là, aussi pour prouver à nos confrères qu'on était capable aussi de vendre un magazine sur le papier. On s'est dit, il faut donner un chiffre quand même qui est assez cohérent, donc on s'est dit à 15 000 exemplaires, 15 000 premiers abonnés, pardon, on lance le projet. Et on a été très contents effectivement de voir les 15 000 abonnés en 3 semaines. Alors nous pouvons dire que c'est un énorme challenge puisqu'il s'agit de conquérir un média vieillissant pour y faire venir un public plutôt jeune. Nous parlerons dans un prochain chapitre du public de ce mouvement. Compétition encore plus importante qu'il
n'y paraît puisque la Furia sera lancée uniquement via les préabonnements, alors que la presse dite traditionnelle est subventionnée par l'État. Les aides à la presse, tarifs postaux préférentiels, TVA à taux super réduit, mais aussi subventions directes, etc., au sens large ont représenté 840 millions d'euros en 2020, auxquels le gouvernement a décidé d'ajouter l'été dernier 483 millions d'euros sur 2 ans en réponse à la crise sanitaire. Quoi qu'il en coûte. Donc, si vous lisez Le Monde, Libération ou d'autres quotidiens, 400 titres de la presse ont bénéficié d'un total de près de 76 millions d'euros d'aide en 2019, c'est parce qu'ils sont aidés par l'État. PS, l'État, c'est nous. Grand nombre d'entre eux disparaîtraient s'il fallait compter uniquement sur l'argent gagné via l'achat direct de leur quotidien. Pour la Furia, ce n'est pas le cas. Le magazine existe uniquement par lui-même. C'est un joli tour de force. En réalité, avec ce magazine, nous avons clairement un magnifique exemple du schéma de l'innovation dont je vous parle régulièrement. La presse papier était dans un état de statu quo, avec un marché où les acteurs proposaient quasiment tous le même type d'offre. C'est à ce moment précis que se trouve le brouillard de compréhension. Impossible pour le client d'identifier l'offre puisqu'elle est noyée dans un océan de semblables. De plus, pour le client qui ne serait pas d'accord avec ce type de produit, il ne se sent pas concerné. Arrive alors un produit différent. Il émet un signal qui le distingue dans le brouillard de compréhension. Dans le cas de la Furia, c'est une innovation incrémentale qui améliore l'existant. Le produit devient alors remarquable. YouTube, presse, et c'est pas fini. L'application Getter, créée par Jason Miller, ancien assistant et porte-parole de Donald Trump, se décrit comme une plateforme de médias sociaux conservatrice, un réseau social non biaisé, selon eux. Avec pour leitmotiv la lutte contre la cancel culture, la promotion du bon sens, la défense de la liberté d'expression, la remise en cause des monopoles des médias sociaux et la création d'un véritable marché d'idées. À ce jour, 5 millions d'utilisateurs à travers le monde. La droite radicale s'insémine donc dans tous les terrains qui étaient occupés par ses opposants. Mais au fond, pourquoi elle rencontre un tel succès? Tout simplement parce qu'elle maîtrise la première paire de l'édifice d'une grande marque. Alors, un parti politique cherche à vous vendre ses idées. Celles-ci sont donc le produit et le parti est l'équivalent d'une marque. Un parti est une marque. Un pays aussi d'ailleurs. Si je vous dis baguette, vin, fromage, eh bah oui, mais bon, ça on en parlera sûrement dans une prochaine étude de cas. Les valeurs sont l'ADN d'une marque. Celles-ci déterminent la mission de la marque. Mission à faire passer par un message délivré par un canal. Une fois que vos valeurs sont claires et précises, ne me sortez pas avec une de vos valeurs principales, c'est la bienveillance, sinon je vous envoie direct mon avocat, il faut qu'elles imprègnent tout le marketing. Un marketing sans mission claire et une mission précise est voué à l'échec. Même si nous avons approché une définition concernant l'extrême droite, il est important d'en comprendre les rouages. Le rejet de l'immigration est une valeur fondamentale de ce mouvement. Tout l'intérêt est de susciter la peur que peuvent représenter des personnes venant de l'extérieur de la nation. Ils peuvent alors faire disparaître les valeurs des droitards. On a peur de l'immigration et de l'islam car on y voit une menace pour son mode de vie, son environnement, sa culture autochtone. La peur est au cœur du rejet. Ici, l'émotion passe avant la raison et la peur n'est jamais bonne conseillère, pour n'importe quelle décision qu'il soit d'ailleurs. Il est intéressant d'observer que la peur est un sentiment utilisé par les différents bords. Au sein de la droite pour fédérer les troupes contre d'éventuels envahisseurs, la peur de l'extrême droite utilisée pour l'extrême gauche pour rallier les troupes pour éviter de voir ressurgir les démons du passé. La peur des extrêmes est utilisée par le gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Je n'aurai de cesse de le répéter, trop de sentiments annihilent toute forme de raisonnement. Trop de peur ou trop d'enthousiasme, c'est pas bon. Les valeurs de votre marque peuvent entrer en opposition avec des manières de faire déjà présentes sur votre marché. Dans ce cas de figure, elles permettent de définir un ennemi. Élément important, si ce n'est indispensable pour fédérer une communauté qui pourrait se sentir menacée de disparition si elle ne défend pas vos valeurs. L'immigration, les féministes et les journalistes sont les ennemis clairement pointés du doigt par nos amis droitards de YouTube. La défiance envers les institutions, la foi envers le rôle que jouent les médias ne cesse de s'abîmer, souvent désignés par leur manque d'impartialité. Les youtubeurs de la droite radicale utilisent YouTube pour contourner les médias existants. Ils reposent sur une féroce critique du système médiatique. Le célèbre youtubeur journaliste Hugo Décrypte a surfé sur cette défiance pour monter un véritable empire de médias via les réseaux sociaux. J'ai réalisé une étude de cas sur lui, le lien est en description dans la partie ressources sous cette vidéo. Si nous associons ce sentiment exacerbé et non contrôlé de peur avec un sentiment de méfiance extrême des médias, nous arrivons tout droit au principe d'asymétrie de Brandolini. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle requise pour le produire. Pour résumer, si une personne est convaincue de quelque chose et qu'elle ne maîtrise pas ses sentiments, vous aurez beau lui montrer la lune, elle ne verra que votre doigt. Ce sentiment est d'ailleurs au cœur des marques. Essayez de faire acheter un Samsung à un possesseur d'iPhone, c'est impossible. Il vous sortira tous les arguments les plus facétieux du monde pour vous convaincre, ou plutôt se convaincre,
qu'il a choisi le bon camp. Et ça, même s'il sait au fond de lui que Samsung fabrique en gros les mêmes téléphones que Apple. Les produits se valent, mais pas les marques. Cette défiance médiatique peut également s'expliquer par la complexité à comprendre le monde qui nous entoure. Il y a quelques siècles, un individu pouvait espérer maîtriser l'ensemble des connaissances qui l'entouraient. Inenvisageable aujourd'hui. Cela signifie qu'une société fondée sur le progrès scientifique devient paradoxalement une société de croyance par délégation, et donc de confiance. Et la confiance, d'après vous, c'est au cœur de quoi? L'être humain est de nature paresseuse. Naturellement, il s'oriente vers ce qui paraît simple, accessible. Nous préférons être confortés dans nos croyances plutôt que d'emprunter le chemin complexe qui mène à l'objectivité. Ce biais de confirmation fait accepter bien plus aisément ce qui épouse la pente de ses propres préjugés. La revendication d'être un homme, un vrai, est également au cœur de ses valeurs, en totale opposition avec le courant ultra-féministe actuel. Aux antipodes des droitards se trouvent d'autres youtubeurs avec des valeurs inversées. C'est le cas par exemple pour Usul, le journaliste de Mediapart, chaîne de 617 000 abonnés, ou encore de Bonjour Tristesse avec 232 000 abonnés. C'est le yin et le yang, les gentils et les méchants, ou les méchants et les gentils, hein, tout dépend de quel côté de la barrière vous vous situez. Nous sommes toujours le méchant de quelqu'un d'autre, et si vous ne l'êtes pas, c'est que vos valeurs ne sont pas clairement définies. Alors j'ai une étude de cas qui va vous aider sur ce point précis, elle s'appelle « Faites le mal mais faites le bien », étude complète sur l'intérêt d'avoir un ennemi pour fédérer une communauté prête à protéger vos valeurs. C'est un combat. Toute la rhétorique de cette droite est d'ailleurs constituée autour d'un champ lexical guerrier qui rappelle sans cesse les valeurs essentielles. Rhétorique en face avec le public visé. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier, ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne, et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant, pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la 4e est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En 3e partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne, offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description, vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage, donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Le but du mouvement, réarmer les pensées qui auraient été trop abreuvées par le courant inverse. Nous sommes toujours dans le champ lexical de la guerre. Le langage est choisi pour correspondre au public visé. Public bien plus nombreux qu'il n'y paraît. Passons-le à la loupe. 67% de la population française est inquiète par l'idée d'un remplacement de la population. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen, qualifiée d'extrême droite, récolte 23,15% de voix, soit 8 133 828 votes. Éric Zemmour, qualifié également d'extrême droite, récolte 7,07% de voix, soit 2 485 226 votes. Alors vous pouvez retrouver ces chiffres sur le site officiel du gouvernement. Je vous mets bien évidemment le lien en partie ressource sous cette vidéo. En cumulant ces deux résultats, nous arrivons à 30% des votants du premier tour, soit 15% de la population globale. Il y a donc de quoi faire au niveau du segment de marché. Entrons dans les détails. Les Français âgés de 25 à 49 ans passent en moyenne 30 minutes sur YouTube en 2021. En 2019, ça va jusqu'à 27 minutes, soit un gain de 3 minutes supplémentaires. Chez les 18-34 ans, la moyenne de visionnage est de 50 minutes en 2020. 20% de l'audience a entre 18 et 24 ans en 2019. La télévision, bien que globalement leader, n'est plus un média d'avenir. Le changement est encore plus radical chez les jeunes. La société multiculturelle entraînant des changements visibles dans leur quotidien et sur fond de décrochage social, le baisse des niveaux de vie, le flux migratoire n'est pas toujours merveilleusement bien accueilli. Des adolescents et post-adolescents en perte de repères, pris dans l'étau féministe, cherchent des guides pour comprendre la complexité du monde qui les entoure. Il est d'ailleurs évident que nous nous posons beaucoup plus de questions quand nous sommes jeunes que quand nous sommes de vieux croutons.
poisson, un peu comme moi quoi. Les droitards n'hésitent donc pas à aller pêcher là où se trouve le maximum de poissons. Les jeux vidéo par exemple. L'invasion sur Fortnite en est un excellent exemple. De nombreux joueurs n'hésitent pas à donner leur opinion politique en pleine partie. Dans un monde où l'accomplissement de soi par l'accumulation de richesses est roi, le culte du héros est très puissant. Papacito, encore lui, d'ailleurs faudrait que je fasse une interview de Papacito sur la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, a réalisé une vidéo très virale auprès de sa communauté. Principalement, ce sont des jeunes qui le voient comme un guide. Dans cette vidéo, le youtubeur maltraitait un mannequin habillé avec tout l'attirail du parfait militant d'extrême gauche, l'ennemi de Papacito. Il testait si ce mannequin pouvait résister aux attaques d'un terroriste. Jean-Luc Mélenchon, se sentant attaqué, fit une conférence de presse pour évoquer le problème et ne manqua pas de porter plainte. Après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube. Beaucoup de pubs d'ailleurs pour Papacito qui profita pleinement du halo que lui conféra l'effet Streisand. Effet soutenu par la puissance de l'algorithme YouTube. En 2023, une photographie de la luxueuse propriété de Barbara Streisand a donné son nom à un phénomène, l'effet Streisand. Cette dernière a assigné en justice le photographe pour éviter que cette photo ne soit propagée dans tous les médias. Cette procédure a eu pour conséquence de démultiplier de façon exponentielle la visibilité de ce cliché. Résultat, tout le monde parlait de cette photo. Le journaliste était plus connu, la chanteuse Barbara Streisand également. Alors que cette dernière souhaitait justement qu'elle ne soit pas diffusée. Bon, je peux pas vous montrer la vidéo de Papacito dont je vous parle parce qu'elle a sauté sur YouTube. Papacito, ce youtubeur nationaliste, fait aujourd'hui de ces jeunes en mal de reconnaissance son cœur de cible. Parce qu'au fond, toute la force d'attraction de cette idéologie est résumée ici. Les losers de toujours veulent se transformer en seigneurs de demain. De jeunes hommes en manque de repères qui auraient peur du monde de demain. Un monde où ils seraient remplacés par des personnes venues d'ailleurs. Un monde où ils n'auraient plus leur rôle d'homme à mener. Le public est finement choisi. Il ne s'agit pas de parler à tout le monde, mais de parler à un segment bien précis. Si je regarde le modeste exemple de ma chaîne YouTube à ce jour, elle est suivie par 88,3% d'hommes, une forte majorité masculine. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est exactement le public que je souhaite viser lorsque j'ai créé le disrupteur. Mesdames, je ne souhaite pas vous manquer de respect, mais question travail, je préfère collaborer avec des hommes, bien que j'ai quand même quelques clientes femmes. Faudrait peut-être d'ailleurs que je fasse une vidéo sur ce point, la polémique elle est assurée. Et si nous avions affaire à des Avengers identitaires, un groupe de super-héros qui souhaitent défendre le monde contre les méchants. Julien Rochdy serait un peu Tony Stark, Papacito serait Thor, Baptiste Marchais, Hulk, Thaïs Descuffon, Black Widow. Toutes ces différentes personnalités sont idéales pour l'identification. Ça fonctionne exactement pareil que l'équipe super-héroïque des Avengers. Chacun a ses caractéristiques qui les différencient des autres de manière à être parfaitement identifiables auprès du public, tout en leur permettant d'attirer plusieurs types de personnes. Le camp est clairement défini, mais en prenant un peu de recul, nous nous rendons vite compte qu'établir le camp du bien et du mal est plus simple pour polariser le discours. Alors qu'il y a de la nuance et du discernement à avoir. Si l'extrême droite, ce sont les méchants, et donc l'extrême gauche, c'est les gentils, les communistes, qu'en est-il des millions de morts qu'il y a eu sous l'ère de Staline, un des pères du communisme? C'est nuance et discernement. Comme je l'évoquais lors du premier chapitre de cette étude de cas, qualifier quelqu'un d'extrême droite est devenu une insulte. Tout simplement parce que nous sommes encore obsédés par les démons sombres du passé. Démons qui obscurcissent notre manière de voir le présent de façon claire. La moindre interrogation peut être soumise à un contre-argument la qualifiant de nazi. C'est comme un croque-mitaine que l'on sortirait du placard au moment où il faut effrayer. Souvenez-vous que le contrôle passe bien souvent par la peur. Ainsi, bien souvent, les débats arrivent à un point Godwin qui stérilise le débat. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale est au fondement de la société d'aujourd'hui sur bien des points, de par le traumatisme causé et les enjeux politiques menés. Le sentiment de ne pouvoir parler de certains sujets qui animent les droitards les conforte dans leur sentiment d'appartenance à un groupe que l'on voudrait faire taire. Ça resserre les liens entre toutes ces personnes qui se sentent méprisées, mises de côté par les médias traditionnels. Encore plus amusant ou non, ça dépend toujours de quel côté nous sommes, ce sentiment est partagé par un autre groupe ennemi des droitards, les woke. Alors ces deux mouvements partagent donc le sentiment d'appartenir à un groupe élitiste et fermé. J'ai également réalisé une étude de cas sur les woke, le lien il est comme d'hab sous cette vidéo. Le sentiment d'appartenance permet à la communauté non seulement de défendre ses valeurs, mais également de se reconnaître. Essayez de mettre un maillot de l'OM dans la tribu de Boulogne, vous allez vite voir que vous ne faites pas partie du même groupe. Toutes ces valeurs définissent les codes qui permettent d'identifier avec une grille de lecture qui est qui appartient à quel groupe, qui est digne de confiance ou non, qui partage les mêmes valeurs que vous ou non. Les marques s'affrontent ainsi au travers de leur communauté afin de ne pas disparaître. La polarisation du discours permet de le simplifier. Cette simplification est plus rapidement compréhensible.
Je tenais à faire cette analyse parce que je pense qu'il est impératif de ne pas tomber dans la tentation de décrédibiliser ces discours, mais essayer de les caractériser et de comprendre la spécificité du projet politique qu'ils portent. En tant que disrupteurs, nous nous devons de comprendre pour utiliser ou aller à contre-courant. Mais la réelle compréhension prend du temps, à une époque qui nous impose chaque jour un peu plus de ne plus en prendre. Je pense qu'au-delà de ce conflit gauche-droite subsiste un combat bien plus évident, c'est la lutte des classes. Dissimulé derrière le faux combat du racisme. Le vrai combat est le racisme économique. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes exactement 9 980 abonnés sur cette chaîne. Certainement plus lorsque vous verrez cette vidéo. C'est à la fois peu et beaucoup. Les changements, bons ou mauvais, commencent toujours par un tout petit groupe de personnes. À la Bastille, 4000 personnes ont changé l'histoire de France. En Allemagne, quelques centaines de personnes, présentes au NSDAP, ont plongé le monde dans des heures ténébreuses. Peu de personnes en entraînent beaucoup. C'est ce que je souhaite faire avec cette chaîne. Changer les choses, élever les consciences, disrupter les esprits, changer la donne des entreprises. Et même si pour cela je me fais traiter de raciste ou autre en commentaire de cette vidéo, comme ce fut le cas d'ailleurs sur mon analyse sur les woke, peu m'importe. Parce que je sais très bien que je ne serai jamais l'énième copie d'une énième copie sous peine de me transformer en photocopieur. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général.